à la fois très longue, par rapport à la moyenne, hein, c'est relatif, et enrichissante et à la fois complexe, puisque c'est une présentation qui était très technique, mais à la fois teintée d'exemples aussi simples, et donc il y avait toujours ce souci, je pense, de notre intervenant de simplifier des données assez complexes, mais néanmoins, c'est à ça que ça sert. On va aussi accorder un petit moment à l'échange, à l'interaction avec vous-même, public. Donc celui ou celle qui désire intervenir et questionner donc, le professeur peut le faire dès maintenant. Donc, si quelqu'un souhaite prendre la parole, il peut lever le bras ou se manifester. Salam alaikum, marhaba bikoum. Merci beaucoup. Et pour tous les présents ici, chers frères et chères sœurs, d'abord je vous remercie beaucoup pour cette approche linguistique qui a posé beaucoup de problématiques au niveau de la traduction et les différences entre les langues, surtout la langue arabe et la langue coranique. C'est un bon travail de cher frère Grégory. Oui, c'est lui qui m'a orienté. Sincèrement, je ne travaille pas sur le Coran par respect. Moi, depuis 6 ans, 7 ans, j'ai appris le Coran, mais je ne travaille jamais dessus parce que c'est par respect. Parce que c'est réservé aux gens qui sont spécialistes dans le domaine. Donc, il ne faut pas dire du n'importe quoi à propos du Coran. Donc, c'est pourquoi je laisse de côté. Je travaille sur les langues, mais le Coran, jamais. C'est juste des phrases, juste comme Qada Nahbaou, etc. Mais de là à expliquer, etc., et aller dans un travail de théologue, je n'ose pas. Aussi, on a la chance de vous trouver ici, parce qu'au Maroc, j'ai remarqué qu'il y a une vague importante des études linguistiques. Oui. Chez vous, à l'Université Hassan II, à Ain Choc, aussi laboratoire de linguistique à Tidran, sous la présidence de M. Herash. Donc, beaucoup de conférences, chaque année, je pense, il y a beaucoup de choses à dire. Mais, il y a une remarque, c'est pas critique, mais une remarque. J'ai dit à mon ami à l'Irak, Haïdar al-Ghadban, si vous le connaissez, il n'y a pas une école. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de théories. Il n'y a pas une école arabe linguistique à ce jour. Donc, il y a beaucoup de travaux, mais on n'a pas encore, comme par exemple Jacobson, et le schéma de Jacobson, Stanley Fish en Amérique, Heidegger, Schleiermacher. Il y a beaucoup des écoles, mais une école arabe linguistique, même on a un héritage riche. Depuis Zamarchari, Assas Balara, Nujni, Sidawi jusqu'à aujourd'hui, Ta'wiliya al-Arabia. Donc il y a un grand travail, mais à ce jour, il n'y a pas une école bien planifiée linguistiquement ou de philosophique, de herméneutique par exemple, comme ça. Aussi, deuxième partie de ma question, c'est, vous avez déjà dit, de pratiquer ces théories dans l'interprétation du Coran. Maintenant, il y a beaucoup qui disent, prononcent qu'ils vont pratiquer, par exemple, l'herméneutique sur le Coran, comme Hamid Abou Zaid, Hassan Hanafi, Mohamed Arkoun. Mais il y a, comme vous avez dit, il y a des contradictions d'abord entre la théorie et la pratique, comment on fait. Surtout la langue arabe, c'est différent. Aussi la langue du Coran, aussi, qui va travailler sur le Coran, il va trouver beaucoup de pièges, entre parenthèses. Surtout, par exemple, je ne peux pas traduire tous les terminologies des ensoleillés, le muhkam, le mutashabih, le khas, le 'am, le mafhoum, le mantuq, le mutlaq, le muqayyad, le haqiqa, le majaz, le mafhoum, le madmoun. المحذوف يعني il y a des textes dans le Coran qu'il faut les compléter. Vous avez dit des charades comme ça.
Petite remarque à la fin pour ne pas laisser le temps pour notre ami. Je suis un peu, comment dire, remarqué quelque chose, je peux dire attention, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas critiquer, mais pour le mabni et le majhoul dans le Coran, hein, la voix passive dans le Coran, c'est ça que je dis, il y a un petit piège comme ça. Nous ne sont pas toujours de sens négatif. Je dis un exemple. Kutiba alaykum siyam. Quand je lis les exégèses arabes, Kutiba, mabni al-majhoul, mais ce n'est pas toujours majhoul. Non, c'est Allah, ce n'est pas majhoul. Donc, dans le Coran, parfois, les tahqir, au contraire, pour les ta'zim. Donc, Kutiba, c'est Allah qui est possible. Donc, Allah, c'est azim. Donc, ce sens. C'est pas toujours la phrase passive, c'est négatif. Kutiba alaykum al-qital. Là, ici, c'est avec vous. C'est avec vous. C'est négatif. Mais dans les mêmes il y a même dans le Coran, je peux citer tous les ayats. Donc, il y a aussi ta'zim, il y a le sens positif dans le Coran. C'est ça que j'ai dit, attention, dans ce sens. Il y a des exemples un peu concrets dans le Coran qui disent c'est positif, c'est pas négatif. Et je vous remercie beaucoup. Je ne suis pas spécialiste comme vous, mais c'est une petite remarque. Oui, la remarque, elle est positive. Dans quel sens? Parce que ce n'est pas une critique. La remarque, elle est là pour compléter. Donc, ce que j'ai dit peut être complété par ce que vous venez de dire. Donc ce n'est pas une critique, au contraire, c'est un enrichissement. Donc pour moi, j'ai remarqué cette bipolarité, mais elle peut être tripartite, c'est-à-dire on peut avancer également, ajouter ce que vous venez de dire. Peut-être quelqu'un d'autre va lire autrement le passif, et donc on pourrait l'enrichir. Donc c'est comme ça que l'on crée. Ce n'est pas une critique. Critique, ça veut dire que ce que vous avez dit n'est pas correct. Il faut dans ce cas-là argumenter, montrer que ce qui a été dit n'est pas correct. Mais ce que vous avez dit, il est également positif, dans la mesure où ça va compléter. Ça c'est vrai, ça va compléter. Kutiba alaykum al-siyam wa kutiba alaykum al-siyam wa kutiba alaykum al-qital. Vous voyez, wa kutiba alaykum al-qital. Kutiba alaykum al-siyam, parce que quand est-ce qu'a été dit kutiba alaykum al-siyam? ليس الآن. الناس في ذلك العهد لا يفهمون الصيام، والصيام صعب عليهم. صعب، إذا كتب عليهم كأنه ليس شيء إيجابي، كأنه شيء سيعانون منه. كتب عليهم. إذا في ذلك الزمان ليس هو هذا الزمان. نحن برحابة صدر، حتى في هذا الزمان هناك من لا يأكل الصيام. مرض صعيب عليه، تيتخاصم. Donc vous voyez, donc ce n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir la foi pour l'accepter. Parce que quand on jeûne, on ne jeûne pas en ne rien mangeant, mais on jeûne quand on dit Anwi Siyam. Dans ce cas-là, vous oubliez que vous allez manger. C'est pourquoi vous jeûnez facilement. Vous oubliez parce que vous avez déjà vous oubliez déjà, vous regardez les gens manger, mais vous avez une frontière déjà établie. Voilà, donc vous voyez les gens, surtout vous ici. Donc les gens mangent, etc. Mais pour vous, ça ne vous regarde pas. Parce que vous avez une autre foi. Donc c'est séparé. C'est séparé. Mais kutiba alaykum fi dhalika az-zaman ka kutiba alaykum al-qital. Donc ashya sa'ba. Donc on commence petit à petit, petit à petit, etc. Donc rien n'est venu comme ça pour frapper les gens, mais il y a toujours une pédagogie et une didactique pour que les gens apprennent petit à petit. Merci. Merci à vous, professeur, pour votre exposé pertinent, où vous avez théorisé pas mal d'éléments qui semblaient être acquis, mais apparemment le nouveau regard que vous apportez suscite pas mal de réflexions. Alors, juste pour partir de ce que vient de dire le premier intervenant, est-ce que l'exception
confirme la règle. Vous venez de citer un verset dans le Coran Karim, il y a un autre verset. Udkhulu al-ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Ici, il n'est pas mabni lil-majhoul. Lafz al-jalala, il est fa'il. Kataba Allahu lakum. Quelle approche on pourrait avoir de ce verset? Ça, c'est juste maintenant, ça suscite un peu de réflexion. Est-ce que c'est une exception qui confirme la règle ou pas? Vous avez reprendre, s'il vous plaît. En parlant au peuple d'Israël. Oui. Mais où est la question? La question c'est, ici, il n'est pas mabni al-majhoul. Je parle par rapport au verbe kataba, au terme. Et qui a dit que c'est le majhoul? Non, j'ai dit que ce n'est pas mabni al-majhoul. Et pourquoi poser la question? Parce que vous avez tout à l'heure cité le verbe kataba. Non, on parlait de kutiba. Oui, kutiba, mais ici. Mais justement, est-ce que le fait qu'il ne soit pas mabni al-majhoul, est-ce que c'est aussi quelque chose qui pourrait être considéré comme dur à l'égard d'un peuple, comme kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum, kutiba alaykum as-siyam? Vous avez bien développé la chose. Ici, le verbe n'est pas à la mabni al-majhoul. Et pourtant, kataballahu lakum, il utilise le même terme. Mais ce n'est pas ici, il n'y a pas quelque chose de mal. C'est ce que je voulais comprendre. Oui, donc ce n'est pas je voulais que vous le souligniez, mais de manière c'est quand il y a le mal contre le bien. Le mal contre le bien. C'est là où il y a ce passif contre l'actif. Mais kataballahu lakum, donc je ne vois pas là de négatif. Je ne vois pas de non, j'en conviens, bien sûr. Oui. Donc vous allez dans le même sens. Je ne vois pas là d'opposition. Les kutiba alaykum al-qital, ulqiya fi an-nar, si'at wujuhum. Vous voyez, ce sont des connotations qui sont négatives, qui sont même qui vont vers le mal. Et puisqu'on ne l'associe pas à Dieu, c'est pourquoi on contourne la chose formellement par le passif. Mais l'étiquette, je ne vois pas de positif, c'est-à-dire au contraire, c'est l'actif qui convient ici. Merci. Alors, vous avez cité tout à l'heure un propos de Jacques Brel, qui disait, Jacques Brel, oui. Disait, il y a la manière. Oui. Je suis un peu interpellé par le fait que vous avez cité le professeur Mutawakkil, et toute la production qu'il a émise, la réflexion, elle est quelque part, je ne dirais pas calquée, mais elle est imbibée, inspirée d'une démarche, d'une réflexion autour de la linguistique, qui est liée à un cadre, à un qalb, à un contexte, à une pensée, à un mentalé, je dirais entre guillemets occidental, autre que la langue arabe en tout cas. Comment se fait-il que, parce qu'il a quand même fait référence dans ce que vous avez cité à Zabarshari, à Al-Ghazali, à Shatibi, par rapport à toutes les disciplines qui vont nourrir cette démarche, mais comment se fait-il que toutes les écoles qui parlent de linguistique dans le monde arabe et qui analysent la chose, je dirais, partent d'un cadre référentiel, la linguistique produite dans un autre système de valeurs, une autre culture que la culture proprement arabe ou même islamique. Quand je dis islamique, je ne bannis pas la poésie anté-coranique pour autant, mais tout ce qui a nourri la pensée du monde musulman. Voilà. Et juste un élément. Juste pour réagir, et vous avez complètement raison, et ceci ne concerne pas tout simplement la linguistique. Tout ce qui est produit dans le monde arabe et dans le monde qui a perdu la boussole, dans ce cas-là, on reprend. On reprend et on suit. Donc, tous les domaines. Dans la pédagogie, on essaie un petit peu d'adopter un petit peu la France et des autres pays. Dans le domaine de la linguistique, c'est la même chose. Dans le domaine des sciences, c'est la même chose. Dans le domaine, parce que nous sommes dans une période où on ne crée pas. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ressasser, on essaie de reprendre. Un petit peu le mérite de ces gens-là qui ont travaillé sur la linguistique, je cite la linguistique principalement et la philosophie,
au Maroc, maintenant c'est parmi les leaders, c'est parmi les leaderships dans le monde arabe et même à l'extérieur. Parce qu'ils ont pu mener les deux versants, les deux moitiés, c'est-à-dire la tradition grammaticale arabe, ils essaient de l'insérer dans les modèles linguistiques étrangers. Je ne dis pas tout simplement, européens, voilà les modèles européens, mais américains, etc. Parce que même maintenant, la France ne développe rien. La France, depuis Martinet, 1967-66, il n'y a plus de modèle en France. Il n'y a plus de modèle linguistique. Et les Marocains n'aiment plus travailler dans le cadre de Martinet, parce que c'est très, très ancien. Les Marocains, au moins, et dans le monde arabe, on essaie de travailler avec ce qui est poussé, les théories les plus poussées. Ils sont capables de les appliquer, ils sont capables de les enrichir, ils sont capables même de les dépasser. Même de les dépasser en les appliquant sur l'arabe. Parce que j'ai parlé des langues typologiquement différentes. Donc les Chomsky, Dick et les autres travaillent principalement sur l'anglais. Mais l'anglais, dans sa structure, elle est différente de l'arabe. Donc le mérite de l'arabe, c'est qu'elle nous permet de revoir les choses autrement, de repenser ces théories et de les enrichir et parfois de les critiquer. J'ai dit qu'une théorie, ça ne veut pas dire une théorie complète, voilà, mais une théorie, c'est à repenser, à revoir, à critiquer, à enrichir, etc. C'est ce qu'ils font. Si on lit ce que fait Moutouki, ce que fait Fassil Fihri, ce que font d'autres, c'est-à-dire ce sont des travaux qu'on ne peut pas juger comme ça de loin, mais il faut s'y mettre, il faut les intégrer pour pouvoir les comprendre l'effort qui se fait. Parce que même une théorie, c'est vrai, fondée à l'extérieur, mais elle est adaptée. On parle par exemple de Nahou al-Lugha al-Arabiyya al-Wadifi, Nahou al-Lugha al-Arabiyya al-Tadaouli, Nahou al-Lugha al-Arabiyya al-Binyawi. Donc c'est déjà adapté à l'arabe et ça devient de l'arabe. Et ceci, c'est le point fort de la linguistique. Avant, on parlait de grammaire, la grammaire normative. Encore une fois, nous sommes ici, et celui qui a établi la grammaire du français, c'est un Belge. C'est Maurice Grévis, dans le bon usage. Donc tout le monde se réfère à Maurice Grévis. C'est un Belge. C'est comme l'arabe. Celui qui a établi, c'est Sibawayh, il est perse. Il n'est pas arabe. Donc toujours un regard extérieur qui pourrait établir des règles. Donc la grammaire du bon usage, on l'appelle la grammaire du bon usage, elle est spécifique au français. On ne peut pas l'appliquer à l'arabe, spécifique au français. On ne peut pas l'appliquer à l'anglais, on ne peut pas l'appliquer, je ne sais pas, au mandarin, au chinois, etc. On ne peut pas, parce que les grammaires étaient spécifiques à la langue en question. On les appelle les grammaires normatives. Normatives, ça veut dire elles suivent une norme. Dire, ne pas dire. L'enfant est absent, on ne peut pas dire l'enfant est absente. Non. On dit le garçon est gentil, on ne peut pas l'enfant est gentil avec deux Z. Non, c'est normatif, c'est les normes, c'est ce que l'on enseigne. Par contre, avec la linguistique et avec Chomsky, c'est pourquoi il vaut mieux aller vers les grands. Avec les grands, on devient grand, surtout dans la pensée. Ce qu'il a proposé, mais vous voyez que tout ce que se dit, c'est contre lui. Mais il reste une référence. Ça ne veut pas dire que quand on critique Chomsky, qu'on a dépassé Chomsky. Chomsky, il est là. Mais on n'est pas d'accord avec lui quand il évince, par exemple, le sens, quand il évince la pragmatique, quand il évince, on n'est pas... C'est sa façon de voir. C'est sa cohérence à lui dans sa pensée. Mais les autres conçoivent la langue différemment. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison, mais chacun conçoit. C'est-à-dire qu'on a un modèle linguistique et qui est cohérent. Quand on a un modèle linguistique et qui est cohérent, dans ce cas-là, on peut défendre, on peut analyser, parce qu'on a les mêmes, j'ai dit à un certain moment, dans le même cadre théorique, dans la même théorie. Donc il ne faut pas changer chaque fois. Donc quand on a
une théorie qui nous permet d'analyser, d'examiner, d'expliquer, etc., c'est déjà très bien. Donc, ceci, c'est pour dire que la théorie, bien qu'elle soit développée à l'extérieur, mais elle peut s'adapter à notre théorie. C'est ça la linguistique, j'ai dit, donc c'est par opposition à la grammaire, les théories linguistiques ont ce qu'on appelle une adéquation typologique. L'adéquation typologique veut dire à laquelle qu'elles doivent satisfaire, c'est que la linguistique s'applique au maximum de langues possibles. Si par exemple une théorie s'applique au maximum de langues possibles, on peut dire que c'est une théorie. Mais une théorie qui s'applique à 2-3 langues et trouve des problèmes à s'appliquer à plusieurs langues, ce n'est pas une bonne théorie. D'où on évalue on évalue les théories selon leur applicabilité aux langues. La linguistique, elle a ceci de particulier qu'elle s'applique à plusieurs langues. Donc, elle est proposée aux États-Unis, les Asiatiques l'appliquent, donc au chinois, c'est Chomsky. Les autres l'appliquent, l'arabe l'applique, mais elle l'applique à l'arabe. Et on sort avec une grammaire au sens de théorie, qui est propre à la langue arabe. Donc, elle nous permet de montrer la spécificité de l'arabe. Ceci dit, j'ai parlé de réflexion de Moutawakil, de sa thèse, on remarque que les Arabes anciens ont donné presque tout ce qu'on raconte actuellement. Il y a dans Sibawayh ce qu'il faut, il y a dans Giorgiani ce qu'il faut, il y a dans presque quand on analyse même à la lumière d'un cadre théorique étranger, on trouve qu'on insère Giorgiani et on n'a pas le complexe que c'est quelqu'un d'ancien. Au contraire, il est très moderne. Ce qu'il a avancé, lui, Zamarchari, etc., ils sont très modernes. Ce qu'ils ont avancé peut s'appliquer avec des niveaux même. Peut s'appliquer, il dépasse de très loin ce qui s'est fait, ce que se font, plusieurs choses qui se font actuellement. Merci à vous. Je ne vais pas revenir sur ça, c'est très clair. Mais j'ai juste une petite question. Vous n'avez pas du tout fait allusion à la philosophie du langage. Vous n'avez pas parlé de la philosophie du langage. Je pense à Michel Foucault, qui décède en 1984, qui parle de l'archéologie du discours. Ça fait partie quand même d'une réflexion, c'est intra la linguistique. Vous l'avez entendu, vous l'avez répété? Non, c'est bon. Oui, je vous entends. C'est bon. Donc c'est juste le lien qu'on peut faire entre toutes ces théories de la linguistique qui se développent aujourd'hui, bien sûr le patrimoine de l'humanité, que ça a été produit en Orient. C'est universel. C'est universel, oui, bien sûr. Mais qu'en est-il de la philosophie du langage et de la retombée d'enseignement de toute la pensée de Foucault par rapport à... Moi, je ne m'intéresse pas principalement aux propositions de Foucault. C'est un structuraliste. Voilà, c'est un structuraliste. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la philosophie du langage ordinaire. C'est une autre philosophie de langage et qui est américaine et qui a un rapport étroit avec le fonctionnalisme, puisqu'on est dans le cadre du fonctionnalisme. Et ce sont ces fonctionnalistes-là qui m'intéressent le plus et qui intéressent le plus le cadre fonctionnaliste. Donc, et même dans le cadre de DIC, il y a une partie réservée à cette philosophie de langage. C'est plus ce qui m'intéresse. Merci. Merci professeur pour votre présentation enrichissante. Donc vous avez mentionné la théorie fonctionnelle et la théorie formelle. Une petite question qui concerne l'applicabilité que vous avez déjà mentionnée. Donc, est-ce que ces deux théories sont applicables sur plusieurs langues, sur toutes les langues, je veux dire, sur toutes les langues surtout, par exemple la langue chinoise, comme vous avez mentionné, ou bien les langues d'Afrique, etc. Ou bien les spécificités de ces langues-là posent problème aux spécialistes de ces théories-là. Donc,
C'est-à-dire, est-ce que ces deux théories-là sont applicables sur toutes les langues du monde ou bien ça pose problème, il y a des différenciations entre les langues, etc. Ça, c'est ma première question. Oui. Je réponds à votre première question, c'est que on ne peut pas dire que les théories sont applicables à toutes les langues. On ne peut jamais dire comme ça. Il faut appliquer pour pouvoir juger. Donc, elles sont, par exemple, le fonctionnalisme, le générativisme, le structuralisme, ce sont les théories les plus puissantes. Donc, elles ont montré un haut degré d'applicabilité aux langues. Mais on a passé des langues, parce que dans le domaine des langues, on distingue entre des langues et des langues. On est passé des langues standards, si vous voulez, même au dialecte. Et on essaie de les appliquer. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire que, comme j'ai dit, que la théorie elle est complète. C'est à vous, en tant que quelqu'un qui applique la langue, d'avoir une certaine compétence pour pouvoir interroger cette théorie. La théorie, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la théorie comme du courant, comme argent comptant, etc. Les théories sont proposées par des êtres humains. Donc, ils ont réfléchi principalement sur une langue principale. Et principalement, ils ont réfléchi sur l'anglais. Et donc, dès qu'on applique sur d'autres langues, il y a des limites qui se dégagent. Et à ce moment-là, donc, on doit soit compléter la théorie, soit la critiquer, soit mentionner où ça ne marche pas, etc. Et comme ça, on peut permettre aux théoriciens de l'appliquer. L'exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'est que Chomsky, au début, en 1957, il a proposé les structures syntaxiques. Dans les structures syntaxiques, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a que la syntaxe. La sémantique, ça ne nous intéresse pas. 57. En 65, il a donné un autre livre, Aspect de la théorie syntaxique, dans laquelle, dans cet ouvrage, il a introduit la sémantique, en disant que oui, il faut reconnaître la sémantique, mais la sémantique n'est là que pour interpréter une structure préalablement générée par la syntaxe. Donc c'est un deuxième niveau, mais un niveau inférieur. Il reconnaît sans reconnaître, parce que c'est obligatoire. Sans la sémantique, on ne peut pas reconnaître. Après des critiques, il a donné la théorie standard en 65, mais après il a donné ce qu'il appelle la théorie standard étendue. Il a étendu sa théorie. C'est à cause des critiques, et c'est à cause de la non-applicabilité de sa théorie. Et après, il a donné ce qu'il appelle la théorie standard étendue, révisée. Il a révisé ce qu'il a révisé, ce qu'il a révisé. Vous voyez, chaque fois, il révise. Et c'est là le scientifique, le malin, le théoricien. Chaque fois, il écoute les critiques, il étend la théorie. Comme ça, la théorie ne va pas mourir, parce que s'il n'écoute pas, ça y est, c'est terminé. Il ne donne pas quelque chose de sacré, mais c'est une simple théorie. La théorie ne peut vivre que grâce et à cause des critiques. Donc chaque fois, il étend, et chaque fois il révise, et chaque fois il enrichit sa théorie. Voilà, c'est comme ça que c'est effectué. Ça, c'est un exemple vivant de Chomsky, comme quoi on doit revoir chaque fois, repenser chaque fois une réflexion. Oui. Merci pour la réponse. Donc, dès qu'on confronte la théorie à la réalité du terrain, on la change, on la modifie, etc. Et ça, c'est très important. Ma deuxième question concerne la narration. L'importance de la narration dans les deux théories, par exemple pour les fonctionnalistes et pour les formels. Oui. Quelle est la théorie qui valorise plus la narration, le fait de raconter le récit, etc. Est-ce que c'est la théorie fonctionnelle ou bien la théorie formelle? Ça, c'est une bonne question. Et je crois que implicitement, j'ai déjà donné un facteur qui distingue entre les théories fonctionnelles et les théories formelles. Quand j'ai établi la distinction entre phrase et discours. Déjà, les formalistes ne veulent pas travailler sur le discours. Donc, ils excluent la narration. Déjà. Donc, ils se contentent de la phrase. Et de la phrase décontextualisée.
sans contexte. Parce que pour eux, ils travaillent tout simplement sur les constituants. Ça, c'est le sujet, le verbe complément. N'importe quelle phrase répond à ces éléments-là. Et il suffit pour eux de respecter la structure d'une langue. Sujet, verbe, complément pour le français, pour l'arabe, etc., etc. Vous voyez, donc, c'est tout ce qui compte pour eux. Mais de la réfléchir sur la narration, il faut être fonctionnaliste, structuraliste. Dans ce cas-là, on peut aller au-delà de la phrase, mais avec les structuralistes, on ne peut qu'être en deçà du discours, c'est-à-dire la phrase. Y a-t-il encore d'autres remarques ou interventions? Oui. Allez-y, allez-y. Pour moi, s'il y a une discipline qui fait partie des sciences humaines et qui est la plus proche de sciences exactes, c'est les linguistiques. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose de magnifique. Oui. Et franchement, je ne vois pas pourquoi les linguistes arabes n'attaquent pas le texte coranique, l'étude du texte coranique. J'ai eu le privilège de fréquenter Nasser Hamid Abouzed pendant quelques années, et avec son analyse des discours, j'ai appris énormément de choses sur le texte coranique. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, oui, ça c'est autre chose. C'est vrai. Mais quand on dépasse la phrase, quand on dépasse la manière traditionnelle de voir, on peut découvrir d'énormes choses dans le texte coranique ou dans le patrimoine en général. Okay. Une chose dont j'ai toujours été fier, c'est l'évolution des études linguistiques au Maroc. Je me rappellerai toujours de ce prof égyptien, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Fouad Zakaria, c'est ma oui. Il est arrivé au Maroc la première année, il a dit je vais partir, parce que vous êtes beaucoup plus avancé que ce que je pensais. Donc, je n'ai rien à vous apprendre. Oui, c'est le niveau linguistique au Maroc. Depuis toujours, c'était comme ça. Razal et ainsi de suite, ils ont rejeté la bonne base. Et également dans les correspondances. Oui, c'est vrai. Khatibi, avec ce qu'elle a donné en sociologie. C'est ça. On sait qu'on parle de la même chose. C'est une lumière dans ce qu'il donne. Il est le fondateur de la sociologie marocaine aussi. C'est vrai. Donc, la seule chose pour laquelle j'ai un petit reproche, c'est que l'approche qu'on a, enfin que les linguistes arabes en général ont du patrimoine arabe linguistique ou grammatical, c'est que je trouve toujours que c'est une approche qui est fragmentée. On ne le regarde pas dans sa globalité. Et aussi c'est une approche qui est un peu idéalisée. On sort parfois des choses de leur contexte. Je me rappellerai toujours celui qui criait en concernant Abu Tahar Jorjani, le grand structuraliste arabe. Le seul que je considère qu'il a travaillé en globalité, c'est un Algérien. Il a une théorie, je ne sais pas comment il l'a appelée en français parce que je ne l'ai jamais lu en français. Nadariya al-Khaliliya al-Mu'asira, peut-être que tu trouveras une traduction. Abdelrahman Haj Nasser, c'est ma mémoire là-bas. Lui, il a vraiment produit de la nouveauté sur le patrimoine grammatical et linguistique arabe, et il a donné vraiment des grandes pistes pour aller vers l'avant et peut-être avoir une théorie linguistique arabe spécifique, pourquoi pas, même si la linguistique ne s'applique pas à une seule langue. Ça, oui, c'est ça. Voilà. Donc, marhaba avec Belgica. Ça fait une quinzaine d'années qu'on ne s'est pas vu, c'est pour cela que je suis là. Oui, merci infiniment. Très bien. On va conclure maintenant. On réitère encore une fois nos remerciements au professeur Jadil et de même qu'à vous-même pour avoir été assidu dans l'écoute et aussi dans l'interaction qui était tout aussi intéressante. Et on espère donc, Inch'Allah, réitérer une collaboration future avec le professeur. Et en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Et on ne peut que vous encourager à rester attentif
aux prochaines interventions que propose l'Académie. Donc voilà, merci à vous. Allah jazakum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.